Bonjour tout le monde et bienvenue à la prescription avec Dr Fred Lambert. Et aujourd'hui, pour débuter, je vais vous faire un petit aveu. Je ne suis pas un grand lecteur. Et oui, c'est comme ça. Par contre, j'ai lu beaucoup de manuels scolaires, de la bande dessinée et dernièrement, ma reconnexion avec la littérature se fait davantage avec l'application Audible. Peut-être que vous connaissez, dans laquelle on peut, en parenthèse, vraiment, lire un livre en écoutant l'auteur, l'autrice, lire l'entièreté de son ouvrage. Cependant, le livre qui sera en question cette semaine m'a été imposé d'une magnifique façon. La petite histoire, c'est qu'il y a 1 an environ, j'avais recommandé un film que je parle souvent, j'en ai parlé au podcast d'ailleurs, In and of Itself, sur les réseaux sociaux. Je l'avais annoncé que c'était mon film préféré de l'année et vraiment digne de l'esthétique de ce podcast. Et quelques temps après, je donnais un concert avec mon quatuor à cordes et une amie du secondaire s'est présentée. Après le concert, on discute un peu, des mini-retrouvailles, et elle me dit à quel point qu'elle avait aimé le film que j'avais recommandé, que cette œuvre l'avait profondément touchée, bouleversée, et c'est alors qu'elle sort de son sac un livre, Le lièvre d'Amérique de Mireille Gagné. Elle me dit que c'est son livre préféré de l'année et qu'elle est persuadée que j'y trouverai quelque chose de beau et d'émouvant. Eh bien, croyez-moi, elle a vu juste, très juste. Évidemment, je souhaite que tout le monde lise ce magnifique ouvrage, mais je vais quand même vous faire un petit résumé, le résumé officiel de ce livre. L'organisme de Diane tente de s'adapter doucement. Elle dort moins, devient plus forte et développe une endurance impressionnante. L'employée modèle qu'elle était peut encore plus se surpasser au travail. Hors des effets insoupçonnés de l'intervention qu'elle vient de subir l'affole. L'espace dans sa tête se resserre. Elle sent du métal à la place de ses os. Tout est plus vif. Sa vision, son odorat, sa respiration. Comble de la panique, ses cheveux et ses poils deviennent complètement roux en l'espace d'une nuit. Et puis les mâles commencent à la suivre. 15 ans plus tôt, Diane connaît un été marquant dans son adolescence, à l'île aux grues. Ces jours de grosse mer où Eugène bravait les dangers, la fascination de son ami pour les espèces en voie d'extinction, et comment s'en remettre le soir de l'incendie. Ce roman est une fable animalière néolibérale, s'adresse à celles et ceux qui sont égarés. Ça, c'est le résumé. Alors, pour la suite, à vous d'acheter le livre. Mais maintenant, place à l'artiste. Autrice, romancière, nouvelliste et poète, Mireille Gagné est née à l'île aux grues et vit à Québec. Elle travaille dans le domaine de la culture et des communications. Elle a publié 4 recueils de poésie aux éditions de l'Hexagone, soit Les oies ne peuvent pas nous dire, Les hommes sont des chevreuils qui ne s'appartiennent pas, Minuit -2 avant la fin du monde et Le ciel est en bloc. Elle a également publié 2 recueils de nouvelles, soit Noirceur et autres couleurs aux éditions Trampoline et Le syndrome de Takotsubo aux éditions Céphamore. Grâce à son premier roman, Le lièvre d'Amérique, publié aux éditions La Peuplade, elle est notamment lauréate d'Une ville, un livre 2021, lauréate du prix Création littéraire 2021 du Salon international du livre de Québec, finaliste du prix Les Incorruptibles catégorie premier roman, ainsi que plusieurs autres prix. Voici ma conversation avec Mireille Gagné.
Écoute, bien le bonjour, Mireille, ça va bien? Salut! Oui, Bon, ça va très bien. là, on fait une super conversation Québec-Montréal. T'habites à Québec, si je comprends bien. Oui, j'habite à Québec. Oui. Excellent. Et ben évidemment, on va parler de ton livre, Le Lièvre d'Amérique, un livre que j'ai adoré, que j'ai découvert cet été. Je veux dire cette année, mais aussi j'aimerais apprendre un peu plus à te connaître. On va parler de l'île aux grues, évidemment. Je pense qu'on n'a pas vraiment le choix d'en parler. Puis moi, j'ai un attachement à cet endroit-là. Ma belle famille a un chalet là depuis de nombreuses années. Et, euh, et qu'est-ce qui m'a beaucoup marqué dans le livre, écoute, je pense que c'est la première fois, premièrement, c'est la première fois que je voyais dans un roman l'île aux grues en description, là, carrément, là, avec une émotion tellement directe, mais en même temps tellement précise. Juste le petit moment pour prendre le traversier, c'est la meilleure description qui existe de l'île. Mm. Puis ça, c'est qu'est-ce qui m'a le plus marqué parce que je manque, à chaque fois que je vais à l'île, je manque un peu les mots pour décrire l'endroit. C'est pas facile à décrire cet endroit-là, puis c'est tellement unique. Souvent, la seule phrase que je dis, qui revient souvent, je dis souvent, c'est les plus beaux couchers de soleil au Québec, ben c'est à cet endroit-là. Tu sais, moi, C'est vrai. c'est ma phrase courante pour décrire le lieu, mais tout le reste, les vents, tout ce que tu as réussi à imprégner là-dedans, ça m'a vraiment impressionné. Mais bref, allons dans les détails, parce que lorsqu'on lit ta bio, ça dit que tu es né à l'île aux Grues, puis maintenant que tu vis à Québec. Donc, tu as passé toute ta jeunesse à l'île. Ben oui, en fait, moi, mon père était guide de chasse à l'île aux Oies. OK, juste à Donc, côté. lui, juste à côté. Donc, c'est les deux îles qui sont attenantes et qui sont reliées par des battures. Puis ma mère était professeure. Il y avait une école à l'époque, une école primaire de la prématernelle jusqu'au secondaire 2. Puis il y avait trois ou quatre professeurs qui s'occupaient des enfants. Donc, ma mère, elle s'occupait du premier niveau au quatrième niveau. Donc, tu as eu ta, Donc, t'as eu ta mère comme ben prof. non, c'est ça. On a Ah, déménagé à Montmagny justement pour pas avoir ma mère pendant 4 ans. Je pense pas que ça se serait bien passé avec les habitants de l'île. Je sais pas ça, c'est comme si on aurait eu une passe droit. Là. Fait que je pense que ma mère tenait à ce que on sorte de l'île. Fait qu'on a déménagé à Montmagny, en face. puis Mais ton père, c'est ça, ton mon père père a voyageait? continué à travailler. C'est ça. Mon père, Wow. dans le fond, l'été, il revenait les fins de semaine, mais toute la semaine, dans le fond, il entretenait l'île aux oies. Là. Il semait du maïs, il entretenait les caches, il entretenait les maisons, parce que je pense qu'il y a 5 ou 6 maisons qui abritent des chasseurs à l'automne. L'automne, on ne le voyait pas du tout. Là. Il partait vraiment pendant, de l'arrivée des oies jusqu'à leur départ. Euh, il habitait à l'île, il travaillait 7 jours sur 7, de l'aurore jusqu'au coucher de soleil, là, parce que justement, il y avait beaucoup de chasseurs, puis il voulait les emmener chasser. L'hiver, il était à la maison, puis le printemps, il recommençait, il revenait les fins de semaine. Wow. Fait que, j'ai l'impression que, bon, le fait d'avoir quitté l'île a joué beaucoup dans, dans la charge émotionnelle, parce que moi, j'aurais toujours voulu rester à l'île aux grues. C'était pas possible. Tu sais, rendu adulte, je comprends très bien pourquoi on est déménagé et on n'est pas resté à l'île aux grues toutes ces années-là, mais on est quand même retourné régulièrement. Tu sais, moi, mon père, il y avait une roulotte à l'île. Donc, l'été, on allait voir, on allait chez ma tante avec les cousins cousines, on dormait dans la roulotte, puis on passait beaucoup de temps quand même à l'île aux grues. Fait que, tu sais, euh, toute la partie du lièvre, quand on est proche de la Pointe-aux-Pins, c'est vraiment avec ma tante, quand j'étais plus vieille, qu'on allait se promener vraiment sur les battures, sur la grève, sur les jetés, là, puis on faisait le tour. Là. On était vraiment très libres, enfants. Là. Mon père travaillait, ma tante s'affairait à ce qu'une femme s'affaire, aller laver son jardin, puis tout ça. Puis nous, on était les 4 cousins-cousines, puis on allait se promener, puis on passait la journée là, vraiment seul. À partir de jeune, là, mais à l'île, justement, est-ce qu'il y a vraiment de très grands dangers? Pas tant que ça. Mais c'est ça, on se promenait, on était très libre, puis tous ces lieux-là sont véridiques. Là, je me souviens d'un moment dans mon enfance où on est descendu tel endroit, où on est allé dans Pointe-aux-Pins, à tel endroit. Le soleil est plus sombre. De l'autre côté, on voit Montmagny, le soir, les étoiles, puis tout ça. Fait que, tout est vraiment vrai dans les lieux. Là. Je comprends que pour les personnes qui sont déjà à l'île aux Grues,
justement, cette connexion-là avec ce que j'ai vu, ben, vous l'avez vu aussi, hein. Vraiment, puis et c'est assez marquant, je veux dire, il y a aussi une espèce de ton mélancolique, mine de rien, dans le Oui, livre, qui est très présent. Moi qui est de l'extérieur, qui n'ai pas vécu là, donc c'est certain que je le vois vraiment, vraiment d'une autre façon. Puis je suis allé à quelques reprises justement pour un baptême ou bien encore pour en tout cas, j'ai été initié aux gens du village. Puis ça, c'est aussi un des immenses charmes. Mais moi, j'avais pas compris ça, que je pensais que vous aviez une maison à Lille. Donc finalement, vous avez été là un peu. Et finalement, ton père a eu la roulotte qui était là. Donc finalement, tu étais plus, comment je pourrais dire, en petit, visite, souvent, là. en visite la plupart du Ouais, temps. l'été, on se partageait les vacances entre l'île aux Grues, puis la Gaspésie. Ma mère vient de Gaspésie, donc OK. on avait aussi une roulotte en Gaspésie, donc on Wow. faisait les deux, tu sais. Mais donc, Et Montmagny, c'était vraiment un des lieux que tu as grandi. oui, c'est un des lieux que j'ai grandi. Je suis quand même quittée tôt, mon ami. À 17 ans, j'ai quitté pour Pour... aller à Lévis pour étudier ailleurs. Tu sais, je pense que j'ai jamais vraiment senti de sentiment d'appartenance Ouais. à Montmagny. C'est moi, mon sentiment d'appartenance, il est vraiment à l'île aux Grues, là, Ah, somme puis toute, ça, là. je le comprends tout à fait. Puis là, tu as quitté Montmagny pour aller étudier, comme tu dis, à 17 ans, à Lévis, tu as dit? Oui, Ouais. Donc au cégep, je présume. ouais, au cégep. Puis c'est drôle parce que je me souviens au moment du choix de carrière, là, j'ai choisi un programme qui ne se donnait pas au cégep de Montmagny pour ne pas aller à Montmagny. OK, tu avais une Je m'en stratégie. souviens. J'avais une stratégie, fait que j'ai étudié informatique de gestion. Donc, je suis une programmeuse, moi, dans mon fin fond, Ben là. voyons. Mais j'ai pas tant aimé ça. Puis c'est à ce moment-là que j'étais dans les bourses du millénaire à ce moment-là. Donc, si je réussissais tous mes cours, j'avais une bourse à la fin. Fait que j'ai continué dans cette voie-là en me disant, je vais avoir une bourse, puis je vais aller en voyage. Puis je suis allée en Écosse avec cette bourse-là. Puis après ça, j'ai entamé des études en communication. Puis là, je me suis sentie vraiment Mais dans... ça, c'est surprenant Ouais. d'ailleurs, parce que ça veut dire que tu travailles dans le domaine de la culture et des communications. C'est assez vaste quand même, qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase-là. Donc, Mais je travaille au ministère de la Culture. C'est juste que je ne le dis pas très ouvertement parce que j'ai un droit de réserve quand même au gouvernement. Je OK. travaille sur plusieurs dossiers très chauds, là. Donc, en Donc, ce moment, je veux dire, même en ce oui, moment oui, même, tu fais ça. oui. Donc, Oui, c'est juste... tout le pan d'écriture, c'est. J'aime pas ça dire ça parce qu'en même temps, t'es autrice, là, mais je dis c'est une sorte de hobby ou c'est quoi? Ou c'est ben, je pense que ça... une mi-passion dans le sens que tu as un emploi à temps plein, puis en même temps, tu as cet autre emploi-là que tu peux te permettre beaucoup plus librement parce que financièrement, je présume que tu ne dépends pas de ça, là. Non, effectivement. Ben non, c'est ça. Tu sais, moi, j'ai commencé à écrire au cégep. Puis, j'ai publié mon premier livre en 2000, en 2008. Puis, pendant quelques années, l'écriture est vraiment restée comme un passe-temps. J'ai eu des enfants, puis c'était vraiment pendant les siestes que j'écrivais une nouvelle. C'est un peu pour ça que j'ai commencé à écrire des nouvelles. C'est le temps que j'avais qui me permettait, que les enfants, la famille, puis le brouhaha de la vie me permettaient d'écrire. Mais les nouvelles, ça, Euh, c'était le premier style d'écriture? je pense que j'ai commencé en poésie. OK. Après ça, je suis allée en nouvelles. J'ai continué en poésie. Puis, quand j'ai commencé à écrire Le Lièvre, mes filles étaient plus vieilles, là. Fait que, j'ai plus de temps. Puis, j'ai l'impression je pense que à partir de minuit moins deux avant la fin du monde, là, c'est un de mes recueils de poésie. Je pense que j'ai commencé à considérer l'écriture plus comme un passe-temps, mais vraiment comme un travail, un second Mhm. travail que j'ai. Là. J'ai quand même une routine d'écriture. Euh, en fait, j'organise ma vie pour me permettre d'avoir du temps pour écrire. Quand ma fille va à des cours au musée, c'est un 2 heures que je consacre à l'écriture à chaque semaine. La fin de semaine, je me consacre 2 à 3 heures. Quand je suis en processus d'écriture, des fois, je me lève plus tôt. J'essaie de ne pas couper de temps avec les enfants, mais je vais couper dans mon sommeil. Mettons, je vais me lever à 6 heures pour écrire jusqu'à 7 heures. Mais ça, Donc, c'est vraiment intéressant parce que quand on écoute tous les auteurs, les autrices qui expliquent leur mode d'emploi, sont un peu créatifs, là, tu sais, ça varie tellement de personne ouais, en personne. Dans ton cas, tu sais, je pense, moi, j'ai toujours été marqué par une espèce d'entrevue de Paul Auster, parce que moi, j'ai toujours capoté sur Paul Auster. Paul Auster qui racontait que lui, il se prenait un appartement à 3 coins de rue de chez lui, un et demi, pour aller écrire. Il allait là, s'assurait qu'il n'y avait aucun... Ah, tu sais, c'est juste, il y a une machine à écrire, une machine à café,
des cigarettes, je sais plus trop, là, une affaire. C'est très romancé, là, dans un sens. Puis elle est là, puis il disait que quand il sortait, il allait faire vraiment comme une journée de 9 à 5. Puis quand il sortait de là, il y avait en moyenne 3 pages et demie de terminer. C'était ça qui. Peu importe la qualité, il disait il allait revenir dedans, il allait couper dedans. Mais c'était le 3 pages et demie, 3 pages obligatoires à tous les jours. Mais là, on parle d'un auteur qui fait ça à temps plein. Là, dans ton cas, ce que je trouve intéressant, c'est l'espèce de limite de temps que ton emploi, que la famille, que tout ça oblige, ce qui fait que, comme tu dis, il faut que tu te lèves tôt. Ou bien là, ta fille s'en va au musée, tu dis, OK, là, c'est le temps de sortir toutes les idées, aller à manier ces concepts-là, mais est-ce que ça t'oblige quand même? Sûrement, tu dois avoir la tête un peu rêveuse et ailleurs que, même des fois, mettons, c'est un exemple, là, mais si tu es au travail et tu es sur l'heure du midi, tu as un cue, as-tu toujours un petit carnet que tu écris des idées pour t'en rappeler plus tard ou tu laisses ça vraiment à la table d'écriture? Mon processus d'écriture, moi, il est très volcanique, là. Volcanique. Je le qualifie comme ça. C'est-à-dire que quand je suis dans un projet, le premier jet va étonnamment sortir très, très, très rapidement. Donc, OK. je vais comme être vraiment avalée par une histoire. Tu sais, dans le cas du lièvre, j'étais en arrêt de travail parce que j'avais eu du zona. Donc, j'ai été en arrêt de travail 2 semaines. Euh, C'était quelle année? Excuse-moi, parce que je sais que le livre, il est vraiment fait, il est sorti en il est sorti en 2020, 2020. dans la pandémie, Euh, là, carrément. oui, dans la pandémie. Moi, j'ai terminé, dans le fond, la réécriture au mois de février, juste avant la pandémie, Wow, pour OK. le sortir au mois d'août. Fait que, tu sais, quand il partait en impression, puis tac, on est tombé en pandémie, puis là, je me posais bien des questions. Tu sais, c'est un drôle de moment pour sortir un livre comme ça sur l'effervescence, quand le premier ministre n'arrêtait pas de dire faites de la pâte à pizza, faites votre pain. Je me disais, les gens accrocheront pas, mais étonnamment, les gens, un peu comme moi, ils ont été absorbés par cette spirale de faire l'école à la maison, le travail, plus de frontières entre la vie personnelle et professionnelle. Fait que, tu sais, je pense que c'est un peu comme ça. C'est OK. pour ça que je pense qu'il a été bien perçu. Le livre, il est tombé vraiment à un moment où certaines personnes avaient besoin d'avoir un souffle, puis de reprendre contact avec la réalité, puis de dire, un peu, là, je vis vraiment dans une bulle étrange. Il faut que je recloisonne mes trucs pour être sain d'esprit, là. Mais donc, tu sais, moi, je me rappelle, j'étais médicamentée quand même assez fort sur le Zona pour enlever la douleur. Ouf. Puis je me rappelle, j'étais dans un fauteuil, puis je me suis dit, j'aimerais ça muter génétiquement quelqu'un pour lui donner plus de temps par jour. Ça a été mon réflexe d'autoprotection en plein Zona de me dire, mais pourquoi, même pas 40 ans, j'ai attrapé cette bébelle-là, tu sais, je gère mal mon stress, je suis fatiguée. Comment j'ai fait pour me rendre aussi loin sans m'en rendre compte? Puis j'ai fait des recherches sur Internet à savoir quel animal dormait moins. C'est ça, je suis tombée sur le lièvre notamment. Il y avait la girafe aussi. Je me suis dit, ouais, non, on ne reprendra pas la girafe. Mais le lièvre, puis là, je trouvais le symbole vraiment intéressant parce que toi qui es déjà allé à l'île aux grues, Ouais. tu sais qu'il n'y a plus de lièvre à l'île aux grues depuis Mhm. les années 70-80. La population a été décimée. Donc, en plus, je trouvais un symbole intéressant pour la voie que l'humain est en voie de disparition. Il n'y en a plus à l'île. Donc, puis la femelle lièvre peut avoir 2 portées en même temps. Elle n'a pas accouché de la précédente, qui est déjà enceinte d'une C'est deuxième. complètement fou. C'est un animal qui dort presque pas, toujours aux aguets, vraiment un sentiment de, de, de stress et d'anxiété. Là, il est toujours à l'affût. Je trouvais ça intéressant. Moi, c'est un peu comment je me sentais. J'étais toujours en état d'alerte. Euh, Toujours prêt à défendre, comme un réflexe là, primitif là, que j'ai besoin de me défendre. Puis, je trouvais plein de symboles intéressants. C'est là que j'ai décidé de voir si génétiquement on pouvait modifier un humain. J'ai fait beaucoup de recherches là. Puis présentement, on peut modifier une cellule. On peut enlever avec le ciseau moléculaire, on peut enlever des parties de gènes, en rajouter. On pourrait guérir des embryons, par exemple. On ne peut pas guérir un humain au complet parce que on ne peut pas modifier génétiquement chacune des cellules. Puis là, j'ai eu beaucoup de discussions avec une de mes amies qui faisait son postdoc en bio. Puis là, je me disais, si j'alliais ça avec un virus, par exemple, que le virus était la porte d'entrée qui allait faire modifier génétiquement le corps, elle a dit, ben, ça n'existe pas, ou peut-être que ça existe à quelque part. J'ai découvert plein de hackers génétiques à travers le monde. Sur Internet, on peut même acheter une trousse pour se modifier génétiquement. Je trouvais ça. Je ne l'ai pas acheté. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas acheté. Je regrette. Je ne l'ai jamais retrouvé après. J'aurais pu voir c'était quoi Ça cette aurait été affaire-là. utile, au moins Je le sais! d'expérimenter. Puis j'ai recherché après, puis j'ai jamais, je faisais des recherches de plus en plus profondes à un moment donné dans le web. Puis c'est ça, dans le fond, mon ami me disait, ça
n'existe pas encore de modifier un corps complet, mais peut-être dans 30 ans, ça va exister, qu'on va trouver la technique pour le faire. Il y a beaucoup de gens qui étudient le ciseau moléculaire pour guérir des maladies génétiques. Fait que c'est un peu comme ça que j'ai commencé à créer le lièvre. J'ai toujours une part très scientifique là, dans mes écrits, historiques ou scientifiques. C'est important pour moi de prendre un élément de la réalité très présent, puis de l'amplifier, puis de le pousser un peu dans le futur pour voir qu'est-ce qui pourrait arriver si on allait dans une direction ou dans une autre. Je fais ça beaucoup dans la nouvelle, en poésie aussi. Tu sais, mon dernier recueil de poésie, c'était des gens, c'était une banlieue de Lego, de gens en plastique, de figurines en plastique, puis il y a des humains qui arrivent dans le quartier, puis tu sais, là, les Legos, ils trouvent ça bien bizarre, puis ils regardent les voisins. Donc, tu sais, j'aime vraiment prendre quelque chose, puis envoyer euh, peut-être creuser pour critiquer un peu notre société actuelle, néolibérale, qui nous pousse à la consommation, à regarder que l'herbe est toujours plus verte chez le voisin, toute cette perte d'humanité. J'aime ça, analyser ça, puis particulièrement avec les animaux, parce que souvent, j'ai l'impression que les animaux ont quelque chose de plus humain que les humains, et les humains ont quelque chose de plus animal que les animaux eux-mêmes. Fait que Oui. j'aime jouer dans cette frontière-là. Je trouve ça intéressant. Là. Aïe, puis ça, mais c'est quand même drôle que tu ailles dans que tu t'inspires justement de la science pour partir, ou du moins. Mais ce roman-là, il est gros dans un sens, parce que là, oui, il y a le fait scientifique des lièvres qui est toujours... on va peut-être vendre quelques punchs aujourd'hui, mais je pense que ça ne vend pas vraiment des punchs parce que le plaisir de lire le livre, il est quand même présent, puis je pense que je le recommande à tout le monde, ce livre-là, puis je l'ai acheté de nombreuses fois, je l'ai offert à plein de gens. Puis, donc, il y a ces petits moments-là où est-ce que tu expliques en détail bon, la vie des lièvres, c'est super intéressant. Après, on a notre personnage principal, Diane, qui va avec certains souvenirs d'enfance, mais en tout cas, et tout ça est assuré parce que chaque chapitre, on passe d'un état à l'autre. Il y a ces espèces de moments anxiogènes, d'anxiété extrême dans lesquels tu as décidé que tu ne mettais pas de ponctuation, puis dans laquelle, si on se donne vraiment l'exercice de le lire sans arrêt, je l'ai même fait, je l'ai fait lire j'ai lu des extraits à ma fille qui commence à lire, puis elle ne comprenait pas qu'est-ce qui se passe. Il n'y a pas de fin. Et tout ça, c'est super efficace. C'est tous des procédés qui nous amènent là-dedans. Ça m'amène quand même à parler de Diane, parce que, bon, oui, le lièvre, évidemment, c'est inspiré, justement, tu as eu le zona, tu t'es pas senti bien, tu as fait ta recherche, tu es allé là. L'île aux grues, ça fait partie de toi. Et le personnage de Diane qui dans la vie moderne, quand elle n'est pas à l'île aux grues, quand elle est, disons, adulte, a l'air tellement malheureuse. C'est vraiment, limite, assez troublant. Je vais quand même oser te demander, est-ce que c'est vraiment toi, Diane, ou c'est vraiment une version exagérée ou un Tout est stéréotype? exagéré dans. J'aime beaucoup prendre un élément vrai. Mhm. Je pense que dans dans cet arrêt maladie-là, j'ai beaucoup creusé. J'ai beaucoup creusé chez moi. Je me suis rendu compte, clairement, je suis une workaholic. Il y a différentes. Il y a différentes. Il y a un spectre là, dans le workaholic. Là. Il y a un workaholic enthousiaste, c'est-à-dire une personne qui aime travailler. Moi, j'ai beaucoup d'énergie. J'aime ça avoir beaucoup de projets. Je fais du jardin, je fais de la broderie, je fais de la couture. Euh, je m'occupe de mes enfants, j'écris, je travaille. Donc, j'aime quand même faire beaucoup de choses. Euh, Puis la distinction entre un workaholic et un workaholic enthousiaste, c'est le plaisir. Quand le plaisir s'en va, on devient workaholic. C'est là qu'on tombe comme dans une spirale qui nous avale un peu, en fait, parce qu'on essaie de remplir un vide qui ne se remplit pas. Moi, j'avais toujours été workaholic enthousiaste jusqu'à présent. À un certain moment dans ma vie, il y en a eu trop dans ma cour. Je suis devenue sans plaisir, dans le fond, par rapport aux tâches que je devais exécuter. Puis c'est là que je suis tombée dans la spirale, un peu comme Diane. Mais j'ai quand même poussé Diane beaucoup plus loin que moi. Mhm. Peut-être Diane, je me suis dit, je veux prendre les deux extrêmes, c'est-à-dire quand on habite à l'île aux Grues, puis qu'on est vraiment, on est soumis à la marée, on est soumis à la nature. S'il fait tempête, il n'ouvre pas les rues l'hiver. Tu es pris chez vous, à moins de prendre ton skidoo, mais il va venter vraiment fort. Il n'y a pas de pont de glace qui se crée entre l'île aux Grues et Montmagny, donc on doit prendre l'avion. C'est quand même compliqué. Là, on veut faire une épicerie, on va aller magasiner, il faut avoir deux voitures. On est vraiment
soumis à pas soumis à la nature, mais on vit en phase avec la nature, on la respecte, mais on peut pas la contrôler. Tandis que moi, j'ai déjà habité à Montréal, on tombe un peu plus dans une effervescence de vie. On s'en rend pas compte. Moi j'ai habité 3-4 ans à Montréal, puis je m'en rendais pas compte quand j'habitais en ville, puis j'aimais quand même ça. C'est quand je sortais, aussitôt que je sortais, je me disais, ah oui, la nature me manque. En fait, ce ralentissement intérieur qui est lié à la nature me manque. Puis à Québec, c'est la même chose, là, je le ressens aussi, puis c'est pour ça que j'ai le besoin de retourner dans la forêt, puis d'aller dans, tu sais, je jardine, puis de vraiment faire plein de choses par rapport à la nature pour justement essayer de retrouver ce rythme plus lent-là. Puis, fait que c'est ça, j'ai comme mis vraiment les deux antipodes, puis j'ai exacerbé tout ça, là, il doit y avoir des gens stressés à l'île aux grues, Ah puis oui, ça c'est il doit y avoir certain. des gens très zen à Montréal. C'est juste que moi, dans mes sentiments, dans ma charge émotionnelle, c'était facile pour moi d'aller piger dans ces deux extrêmes-là. Puis, j'avais aussi cette quête de retour à la nature parce que c'est vraiment dans mon cas, mais ça peut être dans d'autres personnes qui veulent remplir le vide du workaholisme par d'autres choses. Il y a des personnes qui vont faire du yoga, il y a des personnes qui vont aller se promener dans la nature. Moi, c'était vraiment pour retrouver mon équilibre, c'était retrouver le rythme de l'île pour me ralentir. Donc, c'est un peu ce que j'ai créé avec Diane. Diane me ressemble à certains points, évidemment. Je pense que tous les auteurs vont puiser à quelque part dans une émotion ou quelqu'un qu'ils ont rencontré. Mais j'ai exacerbé ça, je voulais vraiment, je pense que Diane ne se rend même pas compte qu'elle est malheureuse, comme la plupart des gens qui sont workaholiques, qui essaient infiniment de remplir ce vide-là qui ne se remplit jamais. Hmm. Puis c'est vraiment ça, Puis Diane, ce vide-là s'est créé au départ de gêne. Sûrement qu'il était présent, est omniprésent, puis au départ, mais avec le départ de Gênes, c'est vraiment passé une scission à l'intérieur d'elle-même. Elle s'est dissociée d'elle-même. Puis là, il y a eu un vide qu'elle n'était pas capable de remplir. Elle a essayé par plein de choses, puis c'est pour ça qu'on la suit. Puis elle essaie désespérément de retrouver son animalité puis son instinct. Puis c'est pour ça qu'elle a subi l'opération puis tout ça. Mais c'est ça. Oui, il y a une part de moi à l'intérieur de Diane. Euh, mais je pense que en écrivant ce livre-là, ça m'a permis de ne pas me rendre là. C'est important pour moi, souvent, quand j'écris, sans avoir l'air ésotérique, j'écris souvent comme 2 ans avant ce qui va se passer dans ma vie. Je ne sais pas pourquoi, là, ça m'arrive régulièrement. En fait, tous mes livres que j'ai Vraiment. écrits, c'était comme pour me préparer à quelque chose, comme si c'est un chemin par lequel je dois passer, puis là, je finis ça, puis je me suis préparée mentalement, émotionnellement, physiquement à quelque chose qui va arriver. Dans le prochain livre qui va sortir en octobre, c'est un peu la même chose. J'ai écrit quelque chose, puis l'été passé, il s'est passé quelque chose, puis je me disais, ben voyons donc, j'ai écrit ce livre-là avant que ça arrive, puis ça arrive. Je me disais, c'est assez impressionnant. C'est la même chose. Mon premier livre, je l'avais écrit sur le décès de mon père, mais mon père était même pas malade à ce moment-là. 2 ans plus tard, il est décédé du cancer, puis proche de la sortie. Il venait de sortir, mon père est décédé par la suite, comme si j'avais ce besoin-là de me préparer à quelque chose inconsciemment, puis Wow. que ça se produit par après. Ouais. Oui, tu dis, je veux pas être ésotérique, mais Ben oui. il y a quelque chose un peu là-dedans qui se passe. C'est quelque chose d'intéressant, du moins. Une espèce de semi-prophétie de ta propre vie que tu Ben, une dictes. intuition, en fait. L'intuition, ouais. Souvent, parce que, moi, dans le fond, quand une idée arrive, je vais passer beaucoup d'années à réfléchir à cette idée-là. Je vais faire des recherches scientifiques. Le livre, c'est quand même écrit rapidement, mais je l'ai retravaillé Quand tu dis rapidement, c'est énormément par après. quand tu dis rapidement, combien de temps? Ben, je pense que le premier geste est fait sur une période de 6 mois, Mais à peu voyons, près. vraiment 6 mois? Ouais, Oh my mais God. je l'ai retravaillé Oh après oui, c'est sûr. infiniment. Là. Mais dans le fond, c'est que je l'ai commencé par partie. Fait que j'ai commencé par écrire les journées après l'opération. Dans ma OK. tête, je voulais faire une nouvelle. Donc, mais après coup, c'est pas ça. Là. Je me suis dit, je pourrais rajouter des pages. Quand je suis arrivée vers la fin de cette nouvelle-là, je me suis dit, je pense qu'elle va prendre de l'ampleur si je rajoute des moments dans le passé. Donc, je te l'ai rajouté des moments dans le passé. Et entre-temps, si j'écrivais, mettons, le premier jet, je le laissais dormir pendant quelques semaines. Puis là, je me disais, OK, je vais rajouter ça. Je l'écrivais, je le laissais dormir. Après ça, je me suis dit, je pense qu'il me manque les petits passages documentaires animaliers. Je les ai rajoutés. À la fin, je me suis dit, il manque un élément. Pourquoi Diane a accepté de subir une opération aussi folle que ça?
Donc, je me suis dit, c'est là que je vais créer les passages sans ponctuation, un peu comme le hamster qui tourne dans notre cerveau qu'on n'arrive pas à dormir, là. Mhm. Fait que j'ai écrit cette partie-là. Puis là, j'ai passé des semaines. Tu sais, dans le fond, moi, c'est que je retravaille le texte. J'appelle ça passer le peigne, là. C'est que je lis de la première page juste le plus loin que je suis capable de me rendre en une journée. Puis quand je bloque pour faire une correction, j'attends au lendemain pour le relire. OK. Donc, fait que je commence. Mettons, si je bloque à la première phrase, je le corrige jusqu'à temps que je pense que ce soit correct. Après ça, je ferme tout parce que euh, mon esprit est plus assez clair puis objectif pour savoir si la correction est correcte. Fait que je passe le peigne comme ça jusqu'à temps que je me rende jusqu'à la dernière page. Ça prend un temps infini. Là, puis mais ça prend, c'est réparti sur la semaine, comme à tous les matins, je vais me lever, puis je vais le relire jusqu'à temps que j'avance comme ça, jusqu'à temps que je me rende vers la fin. Euh, ça me permet d'enlever tout ce qui est superflu dans l'histoire. Puis c'est un peu ce qu'on m'a reproché à certains moments de ne pas en avoir assez mis. Ben, moi, c'est ma technique de nouvelliste, là, Mais quand tu dis, d'épurer le quand tu texte. as dit on me reprochait, c'est Ben, ton éditeur ou... non, 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 c'est des personnes. J'ai fait beaucoup de causeries avec le lièvre. Ouais. Puis, les gens ont des questions. Mais pourquoi tu n'as pas laissé ces informations-là? Parce qu'ils me posaient la question ouvertement sur le livre. Puis moi, je leur disais, voici ce que moi, j'ai réfléchi quand j'ai fait le texte. Mais je l'ai enlevé parce que je voulais que ça résonne différemment Ben chez oui. certaines personnes. Ben, c'est ça. Mais souvent, dans les cercles de lecture, les gens ont les mêmes questions. Puis ils auraient aimé que je dise cette Ils information-là dans veulent, le ils livre. veulent, Mais moi, je l'ai enlevé. ben c'est ça, ils veulent plus de réponses au mystère, Oui, si on peut dire. exact, exact. Ah, Qu'est-ce qui est arrivé avec Eugène? Euh, Ah oui, Qu'est-ce les qui... gens demandaient Ah oui, ça. la première question, est-ce que Eugène est mort? T'sais, pour eux autres, là, ils veulent vraiment le savoir. Il Ah est ben, décédé. ça, c'est drôle, c'est ça. Moi, je veux pas le savoir, ça. C'est comme... Ouais, non, ça... mais j'ai remarqué qu'il y avait deux types de lecteurs. Hein. Il y a les lecteurs qui m'ont suivi vraiment dans la transformation. T'sais, moi, dans ma tête, il y a vraiment une transformation physique. Diane devient un lièvre à la fin. c'est Tandis pas que rien. j'ai des personnes qui, eux, me disent c'est une métaphore. En fait, toutes les personnes plus médicales, là, j'ai eu beaucoup de médecins qui ont lu le livre, des psychologues par rapport au burn-out, puis tout ça. Puis eux, dans leur tête, c'est une métaphore. Donc, elles se promènent nues dans la forêt. Puis, tu sais, c'est l'idée d'avoir laissé le texte assez ouvert pour permettre à ces deux types de lecteurs qui sont diamétralement opposés, quand même de connecter avec le texte. Ouais. Mais les deux, mais ceux qui, pour la transformation, qui ont plus embarqué dans le réalisme magique, eux autres, ils m'en veulent un petit peu là, de ne pas avoir donné toutes ces informations. Moi, je trouve ça drôle, tu sais, parce que c'est ma technique d'écriture, puis je suis comme ça, tu sais, jamais je vais donner toutes les clés. Quand je l'écris, toutes les clés sont là, mais après, je vais en retirer, je vais Ouais. rajouter des symboles, je vais équilibrer ça, puis je vais passer le peigne jusqu'à temps qu'il n'y ait pas, tu sais, que le niveau d'information soit juste, à mon avis, c'est-à-dire qu'il va faire travailler le lecteur, puis Mhm. ça va résonner différemment. C'est vraiment un équilibre qui est difficile à atteindre et qui prend du temps. Au départ, c'est ça que je disais, j'avais genre 50 pages où j'expliquais le monde où on est 40 ans plus tard, où la modification est possible. Elle est régulée par une organisation internationale. Dans ma tête, tout est là, mais je ne les ai pas dit, ces informations-là. Il y a des gens qui m'ont dit, est-ce qu'on peut les lire, ces 40 pages-là? Non, elles sont disparues. Donc, ce que tu es en Ouais. train de me dire, c'est au fond, c'est que Eugène est vivant. C'est ça que tu me dis. Non, c'est une blague. C'est une blague. C'est quand même drôle. Mais c'est ça, mais les types de lecteurs, c'est la beauté du livre aussi, c'est que tu peux pas choisir qui te lit, puis tout le monde y va de sa façon. Puis la preuve que tu peux pas choisir qui te lit, puis l'interprétation, moi, je trouve ça fascinant parce que je l'ai offert à plusieurs personnes. Certains ont adoré, d'autres m'ont dit j'ai aimé, mais je dois être franc que souvent j'avais peur dans le livre. Peur. Le mot peur revenait souvent, puis il me disait c'était inquiétant par Ouais. moment. Puis j'étais ah oui, puis moi souvent, peut-être parce que j'aimais l'histoire, j'aimais les lieux, puis souvent j'admirais beaucoup la forme que je trouvais qui était agréable, justement, la façon que pas manipulais, mais nous maniait, puis nous amenait à d'autres fois. Mais il y a des gens, justement, qui lisaient ça, puis qui étaient vraiment pris dans l'histoire, puis qui se sentaient pas bien. Puis ça, j'étais toujours surpris. Sûrement qu'il y en a qui ont dû déjà te dire des trucs un peu de la sorte. T'as dû avoir toutes sortes de commentaires qui vont dans toutes les directions. Ouais, ben oui, oui, mais tu sais, moi, je me dis, quand le livre est sorti, il y a comme vraiment un peu à la Diane qui devient un narrateur impersonnel. Là, il y a comme une dissociation qui se produit avec l'ouvrage. Puis moi, j'embarque sur une autre publication. Fait que, tu sais, dans ma tête,
quand je discute sur le livre, c'est comme un objet externe à moi, puis on est séparés. Donc, tu sais, moi, ça ne m'atteint pas vraiment. Euh, Ça me fait plaisir de voir l'effort de certains lecteurs qui Ben m'en oui. parlent puis qui sont pas contents. Puis, tu sais, moi, j'aime beaucoup aussi euh, mixer plusieurs formes ensemble. Donc, tu sais, les passages qui sont justement sans ponctuation, qui se rapprochent un peu plus de la poésie. Euh, Tu sais, moi, je les écris vraiment à l'oralité. Donc, je les écrivais en le disant à voix haute, comme quelqu'un, justement, qui a un hamster qui n'arrête pas avant de se coucher, là. Fait que, tu sais, j'ai vraiment pris la peine de réfléchir à ça de cette manière-là. Puis, j'aime ça un peu comme, peut-être parce que c'est mon fondement de nouvelliste, là, mais, tu sais, j'aime que les gens doivent travailler. Puis, tu sais, moi, j'avais écouté la série Black Mirror juste avant, là. Fait que c'est clairement teinté. Mais moi, tous les livres qui ont un peu cette critique de la société mélangée avec un peu de réalisme magique. Moi, j'adore ça. C'est quelque chose qui vient vraiment me chercher parce que c'est quelque chose qu'on peut faire. C'est un choix qu'on aura à faire dans quelques années. C'est clair que ça va se produire. Si on est capable de... Les technologies vont tellement avancer. Peut-être que ça se fait en ce moment, puis sur les Puis humains, on le qu'on ne le sait sait pas. pas, puis qu'on Non, non, c'est ça. ne le sait pas encore, puis qu'il y a des gens qui ont réussi. Puis, en tout cas, c'est ça. Je trouve ça toujours plaisant d'en discuter. Puis, tu sais, je voulais entamer une discussion aussi. Puis, tu sais, après coup, j'ai quand même réfléchi sur tous mes livres. Puis, je me suis dit, à chaque fois, tu sais, j'ai vraiment un sujet qui touche la société. En fait, je le faisais vraiment instinctivement, mais j'aime ça, soulever un débat, tu sais, de donner une idée, puis qu'on en discute, puis qu'on regarde, qu'on analyse notre société, puis qu'on se rende compte que euh, on fait des gestes sans réfléchir qui vont nous amener dans une direction peut-être qu'on ne veut pas prendre. Puis c'est le moment d'avoir la réflexion pour ne pas passer à côté, là. Ah, vraiment, vraiment. Donc, c'est ton premier roman que tu fais. Tu es passé de poésie à nouvelle poésie, un peu justement, dans des formats qui sont quand même plus courts. Et là, c'était quoi le coup de pied, te dire, OK, je me lance dans le roman, cette espèce de grosse machine, cette grosse bête-là, dont plusieurs personnes dans la vie vont peut-être même éviter, contourner, parce que ça fait peur. Moi, je fais toujours le parallèle un peu avec les gens qui font du court-métrage au cinéma, puis qu'un jour, ils font, OK, là, j'y vais, je suis prêt, puis c'est une grosse commande, c'est des années à réfléchir, tout ça. C'était quoi le moment pivot de ça? Je pense que, tu sais, j'aime écrire, donc, puis jamais je décide ce que je vais écrire avant de commencer. Bien sûr, je suis très organisée, je vais faire beaucoup de recherches, mais je suis très intuitive. Donc, quand j'ai commencé à écrire Le Lièvre, j'ai tout simplement commencé à écrire Le Lièvre. Je ne me suis pas questionnée que j'étais en train de faire un roman. Sans te donner de la Puis, pression nécessairement. Tu n'étais pas en train, faut que ce soit un bon livre, tout ça, non? non, tu sais, moi, je pense que le passage que j'apprécie le plus dans la création, c'est vraiment l'écriture puis le retravail par après. Donc, tu sais, moi, jamais je vais me limiter ou je vais m'imposer quelque chose. C'est quelque chose qui vient très instinctif chez moi. Donc, ça peut m'arriver que je fais un rêve. Tu sais, comme là, dans le fond, quand j'ai écrit Le Lièvre, c'était à la suite d'un arrêt de travail. Donc, j'ai fait des recherches. J'ai commencé à écrire un 40 pages que j'ai supprimé jusqu'à temps que je tombe au J+1. Je me suis dit, ah, tiens, ça va commencer ici. Fait que je fais beaucoup de recherches comme ça. Donc, je vais écrire, puis je vais vraiment me laisser aller, vraiment sans contrainte. Euh, Comme présentement, là, j'avais deux projets en parallèle. J'avais commencé un texte qui s'enlignait vers un roman. Puis à un moment donné, j'ai arrêté, j'ai commencé un recueil de poésie, puis j'ai fini le recueil de poésie avant de finir le roman. Là je me OK. dis, ah, je vais continuer le roman par après. Donc, tu sais, j'essaie de jamais me forcer. J'ai constaté avec le temps que je suis pas quelqu'un, je suis pas comme Paul Auster. Moi, je pourrais pas, je vais pas me comparer à Paul Auster, mais je Ah non. pourrais pas, moi, m'asseoir derrière, tu sais, j'ai parlé de volcanique tantôt, là, mais je suis un peu comme ça. Moi, quand ça arrive, un texte, ça me happe littéralement. Donc, et souvent, c'est soit je fais la recherche en même temps, après le début, je vais rajouter, ou je fais une recherche, comme dans le roman que je suis en train de travailler. J'ai fait énormément, j'ai fait 2 ans de recherche avant, puis je suis en train de l'écrire tranquillement. Ou comme par exemple dans le recueil de poésie que je vais sortir cet automne, j'ai commencé à écrire, je me suis réveillée, puis j'avais en tête certaines images. Je me dis, ah, c'est intéressant. Puis j'ai commencé à faire ma recherche en même temps. Puis
à mesure que ma recherche avançait, le recueil de poésie se construisait. Donc, Donc, tu sais, cet automne, c'est ça va ça. être un recueil de poésie. Oui, c'est un recueil de poésie, ouais, au mois d'octobre. T'as-tu le droit de dire le titre ou non, on garde ça secret encore? Oh, ça va sortir très prochainement, je peux le dire. C'est Bois de fer. Bois de fer. Ouais. Wow, excellent. À la peuplade aussi. Donc, c'est ça, c'est vraiment comme ça que ça se produit, en fait, OK. l'écriture. J'essaie de ne pas donner de forme précise. Si ce sera un roman, ce sera un roman. Si c'est un recueil de poésie, ce sera un recueil de poésie. C'est clair que j'ai aimé l'approche du roman parce que ça m'a permis d'avoir beaucoup de discussions, beaucoup de rencontres avec des gens à travers le monde. Là, ça a quand même été intéressant là, de justement de pouvoir discuter des mêmes réalités dans d'autres pays. J'ai trouvé ça exceptionnel. Tandis qu'en poésie, il y a moins de livres qui sont vendus. Les gens ont peut-être un peu plus peur de la poésie. Donc, on vend moins de livres. Mais pour moi, c'est une démarche qui est une démarche de création avant tout. C'est pas pour... Ce qui a besoin de sortir va sortir, puis je me limiterai pas. Fait que, si je réécris jamais de roman, j'en réécrirai jamais. Mais là, je suis en train d'en écrire un, fait que je sais que je vais en Ah, écrire OK. un autre. Je ne veux pas mettre de pression là-dessus. C'est justement ça que j'allais demander. Je disais, est-ce que tu vas retourner à ce format-là? Donc, c'est déjà entamé, c'est déjà dans la tête, tu as un plan. OK. Super. Ouais. Puis, une autre. Oui, donc le livre, là, maintenant, on peut l'acheter en format livre de poche. Ça fait pas si longtemps que ça. Je pense que je l'ai vu à mon Renaud-Bré à côté de chez nous, là, qui vient d'arriver. Ça, c'est quand même très cool aussi. Là. Ça donne toute une ouverture au livre que ça arrive pas C'est souvent. Là. abracadabra. Ouais, hein? Mais comment c'est arrivé, ce truc-là? C'était suggéré? C'est même avant qu'ils sortent, dans le Ah, fond. ouais. Avant qu'ils sortent en format de la peuplade, que les droits ont été acquis par Livre de Poche. Oui, c'est assez hallucinant, mais moi-même, je voyais ça aller. Puis, tu sais, je me rappelle quand j'ai eu la discussion avec mon éditeur, j'arrêtais pas de répéter, puis quelle maison? Puis il me disait Livre de Poche. Puis moi, dans ma tête, je me disais, c'est un format Livre de Poche, mais quelle maison? Puis il me répétait, Livre de Poche! Livre de poche. Mais je pouvais même pas y croire. Puis c'est drôle parce que mon conjoint m'avait acheté quelques années auparavant des boucles d'oreilles avec le logo Livre de Poche. OK. Pas Je trouvais pire. ça vraiment... Mais Encore une fois, 2 ans en avance. c'est très surréaliste, franchement, là, de voir ça aller. Fait que... Non, mais je suis très reconnaissante, franchement. C'est au-delà de ma personne. Là. À un moment donné, j'ai l'impression que le livre, Ben, il est parti ouais, sans ouais. moi. Là, puis je le regarde de loin, puis je me dis, continue! Ouais, mais c'est ça. Puis le format livre de poche, mine de rien, ça va l'amener à voyager davantage encore. Là, c'est ça c'est très cool. Puis je pense que je te l'avais demandé à l'écrit parce qu'on on a fait un petit peu de correspondance sur les médias sociaux. Est-ce qu'il y a des intérêts au cinéma ou à la télé un peu pour une certaine adaptation de tout ça? Ou est-ce que c'est fermé pour l'instant ou c'est encore... J'ai eu des discussions avec quelqu'un pour l'adapter en pièce de théâtre. Ouais? Oui, ça a l'air vraiment intéressant, mais non, je n'ai pas eu d'autres Non. demandes. En tout cas, au Peut-être cinéma, un jour. moi, je verrais ça au cinéma assez facilement. Puis imagine le truc cool qui pourrait être fait avec les Logrues de filmer là-bas. Il y aurait tout un travail de photo hallucinant. En tout cas, s'il y a du monde s'il y a du monde qui nous écoute, c'est déjà qui cherche un projet, il y en a un assez magnifique ici. Il y avait un truc que j'oubliais sur le livre que à la toute fin, tu parles que tout ça, quand même, était inspiré d'une légende. Si je me souviens. Je ne dis pas que c'est inspiré c'est pas d'une inspiré. légende. C'est à la fin, ouais, c'est ça. À la fin, j'ai recopié une légende algonquienne. C'est ça, Puis, voilà. c'est drôle parce que quand j'ai parlé du processus tantôt d'écriture, j'ai pas parlé de la légende. Hein. Non. Dans l'ordre, là, comment je suis arrivée à finir mon texte, souvent, je considère l'écriture comme un puzzle. Je le sens là, comme un casse-tête. Au début, c'est vraiment le chaos. C'est-à-dire, je me limite en rien. Les pièces sont recto verso, peu importe. Puis, je trouve pas d'ordre vraiment. Puis ça peut durer des mois comme ça avec vraiment un chaos généralisé. Puis, je suis quelqu'un de très... J'ai fait informatique. Je suis quelqu'un de très rationnel, mais qui accepte étonnamment bien le chaos dans l'écriture parce qu'on dirait que je vois dans quelle direction je vais m'en aller, un peu instinctivement. Mais à un certain moment, le chaos se place, les pièces sont au bon endroit. Puis là, je vois qu'est-ce qui manque. Et que je travaille le texte comme ça. Donc, je rajoute les morceaux qui manquent, je ficelle des symboles, je travaille
certains symboles plus que d'autres. Tu sais, j'affine dans le fond, je fais comme un, un- un focus sur les différents symboles que je rajoute. Puis à la fin de ce texte-là, je sentais qu'il manquait quelque chose, comme la pièce manquante là, d'un casse-tête qu'on a acheté usagé dans un, dans un, dans une friperie. Là, tu sais. Puis j'ai cherché des semaines et des semaines. Je fais beaucoup de recherches sur Internet. Tu sais. Je suis tombée sur une thèse. Quand j'étais jeune, mon frère avait travaillé pour un archéologue à l'île aux Oies. Il avait fait des fouilles archéologiques parce qu'à l'île aux Oies, c'était un des endroits les plus élevés dans l'archipel. Donc, il y a une seigneurie qui s'était installée, qui s'était construite là, parce qu'au point le plus élevé de l'île aux Oies, pour voir le fleuve tout le tour, en cas d'attaque, par exemple, des Iroquois. Donc, et les Iroquois ont attaqué, évidemment. Ils ont pris deux des filles de l'homme qui était là. Ils sont partis en canot jusqu'à Montréal. Ils ont échangé les filles contre un chef iroquois qui était capturé. Les filles sont redescendues, puis tout ça. Puis il y a eu des fouilles par rapport à ça. Puis je faisais beaucoup de recherches sur ça parce que c'est un peu ça que je voulais placer dans mon livre. Et j'arrivais vraiment pas à trouver comment je placerais cette histoire-là. Puis à un moment donné, je suis tombée vraiment par hasard dans des recherches dans le web, comment on peut s'enfoncer puis on peut creuser. Je suis tombée sur une nouvelle algonquienne récitée par Alanis Obansawin. Oui. Puis là, j'ai été sidérée pendant plusieurs semaines parce qu'on parlait de la Lune, on parlait de la Terre, on parlait du lièvre, de l'homme, on parlait du vent, de tous les mêmes symboles que j'avais écrits dans mon livre sans connaître cette légende-là. Puis moi, dans ma tête, mon texte, je n'allais pas le publier. Là, je me suis dit, j'ai réécrit une nouvelle qui existait, une légende qui existait, ça ne sert à rien. J'ai été déprimée longtemps. Là. Tu sais, je me disais, c'est comme quoi on puise à quelque part, puis On s'en rend pas compte, ouais. tout est déjà écrit, tout est déjà écrit, on fait juste leur dire en jachère dans nos mots. Là. Puis après ça, j'ai laissé déposer ça, puis j'ai rajouté, je l'ai cousu dans le roman à la fin. Puis c'est comme si c'était la dernière pièce qui manquait parce que c'est elle qui a fait le focus de tous mes symboles. J'ai rajouté la patte de lièvre Ouais. par après. Je l'ai reficelé. La lune, je l'ai mieux retravaillée. J'ai donné un ton plus ambivalent à Eugène, c'est-à-dire, il était déjà un peu passeur, mais il n'était pas passeur euh, très précis. Donc, à partir d'un certain moment, quand il est coincé là, entre les deux îles et qu'il passe proche de se noyer, c'est ce moment-là où je me suis dit, OK, là, j'ai l'impression que c'est là que sa transformation s'opère chez lui, qu'elle commence à s'opérer, puis il va devenir Nana Bozo. Fait que je suis allée retravailler le texte tout de cette manière-là par après. Tu sais, j'ai l'impression que la dernière pièce a permis de faire le zoom correct dans mon... rééquilibrer tout ça, puis là, j'ai repassé à travers, puis là, j'ai travaillé très longtemps. Là, je suis même tombée sur... il y a 4-5 ans auparavant, là, peut-être en 2015... OK. 2014, j'avais été. Je voulais écrire un recueil de poésie avec une expression que mon père disait quand j'étais jeune. Il disait on va aller courir le relais. Courir le relais, en fait. Puis je ne savais pas c'était quoi. J'avais demandé à mon. Je travaillais au Conseil de la langue française à l'époque. Puis j'avais demandé à mon patron, qui est linguiste, de m'aider à trouver l'étymologie de cette expression-là. Puis moi, je pensais encore que c'était courir l'orlet, orlet, je ne comprenais pas. Fait qu'il m'a pointé une thèse qui a été faite par une femme à l'Université Laval qui a fait sa maîtrise et son doctorat sur le langage, le parler rural de l'île aux grues. Je ne pouvais pas y croire. Puis je me rappelle, on était partis toute la famille à la bibliothèque de l'Université Laval. J'ai emprunté les thèses, puis j'ai vu, c'est courir le relais, c'est-à-dire ramasser les déchets après les grandes marées qui ont échoué sur le bord des grèves. Et avec mon père, on faisait ça quand on était jeunes. Là. Il y avait des grosses glaces, puis on se promenait, on allait ramasser des balles, des rondelles de hockey, des balles de tennis, puis on ramenait ça comme un trésor. Mais c'est ce que les habitants de l'île faisaient parce que... Sinon, ça traîne, puis... Ben oui, mais c'est ça, puis il n'y avait rien à faire. À un moment donné, on s'amuse beaucoup avec la nature. Donc, c'est comme ça que j'avais trouvé cette thèse-là. Puis après... Elle a dormi 4 ans. Je n'ai pas fait le recueil de poésie. Parce que quand j'ai découvert que c'est le relais, je me disais, c'est moins poétique soudainement. C'est pas le relais, c'est le relais. Fait que j'avais comme arrêté de réfléchir à ça. Puis quand je suis arrivée vers la fin du livre, je me suis dit,
c'est peut-être là que je vais essayer d'utiliser des expressions de l'île aux grues. C'est là que j'ai fait mes titres de chapitres, Mhm. toutes les belles phrases, le beau vocabulaire qui est utilisé à l'île aux grues, là. C'est un foyer linguistique qui a évolué différent Vraiment. d'ailleurs parce que justement, il était tellement isolé. À Lille, tu le sais, les gens vont dire, ben, les natifs, là, pas, l'île a beaucoup changé depuis les Ouais. 15 dernières années, là, mais avant, mettons mon oncle Eugène, parce que j'ai un oncle Eugène qui habite à Lille, Mhm. qui, à mon avis, a le meilleur chalet de toute l'île et la meilleure vue De quel côté? du côté nord, je sais pas, du côté nord, en haut, sur la haute ville, OK. proche de Pointe-aux-Pins, mais il donne vraiment, là, c'est magnifique. Puis c'est ça, tu sais, toutes les expressions, mon oncle va dire encore Aline, à Lille, ils vont dire les i très ouverts, puis il y a quand même quelques expressions qui sont. Je suis allée vraiment reprendre ça des thèses, puis j'ai ficelé ça après dans le livre. C'est important pour moi, justement, ces particularités du langage qui nous ont façonnés, puis que j'ai perdu avec le décès de mon père. Ben Moi, j'ai ouais. pas gardé ça. J'ai pas habité toute ma vie à Lille, donc j'ai pas conservé toute Tu y retournes-tu des fois? cette pression-là. Est-ce que tu retournes des fois à Lille faire un petit tour comme ça ou Oh oui, oui, oui. Annuellement, là, on y va toute la famille. On se loue une yourte proche du bateau, puis Ah je vais wow. voir ma famille là-bas, ma cousine, mon oncle. Là, je me Ouais, ils promène, sont puis encore on là. va voir les couchers de soleil. Oui, oui, oui. Tu vas-tu à la Sauvagine des fois, l'automne, l'espèce de festivité, de chasse, là, où est-ce que c'est vraiment je pense que c'est le temps où est-ce qu'il y a le plus de gens sur l'île, là? Tout à fait. Ben, la dernière fois, juste avant de passer en impression, ou non, c'est dans les derniers retravails de mon livre, là, je voulais aller l'automne à Lille pour vraiment m'assurer que du lever de soleil. C'est important pour moi parce qu'il y a un moment à Lille où il y a un lever de soleil. Fait que, je me suis rendue puis je me suis levée pour vraiment remarquer les couleurs pour être sûre que c'était vraiment ce que je me souvenais de mon enfance. Mhm. Puis, je voulais aller à la Pointe-aux-Pins, mais c'était pendant le temps de la chasse au chevreuil et à l'orignal. On m'a tous dit, non, non, vas-y pas. J'étais là, non, mais vous comprenez pas, là. Il faut que j'aille revoir telle partie. C'est drôle parce que en juillet, avant que le livre sorte, il était imprimé, c'était plus le temps de changer. Je suis retournée à Lille pour vraiment aller voir à Pointe-aux-Pins. Quand on descend et qu'on tombe directement, est-ce que c'était vraiment, il y avait un trou à ce moment-là? Puis, ma mémoire était bonne, c'était exactement Ah là. ouais, OK. Drette Oui, dessus. c'était vraiment. Y a-tu, Ouais, est-ce qu'il y a beaucoup de gens de l'île qui l'ont lu le livre? Est-ce que je le sais pas. tu sais pas, Je le sais t'as pas. pas fait. Ah, pas Mais sur j'ai eu quelques personnes qui m'ont parlé. Mon oncle Jean, je suis allée lui donner évidemment, oui, oui, un oui. livre en disant le héros de mon roman. Euh, Puis ma cousine, j'ai donné un exemplaire aussi. Je pense qu'elle l'a lu. Je ne le sais pas vraiment. Il y a quelques personnes qui m'ont écrit de Lille pour me dire qu'ils l'avaient lu. OK, OK, quand même. Parce que c'est quand même c'est Et quand je même passe très inaperçu quand je vais à Lille, là. ah ouais, c'est ça, mais en même temps, ce roman-là, c'est quand même. Il y a une certaine porte sur une intimité, là. Je veux dire, c'est quand même. Ouais. C'est très particulier, très unique. En tout cas, c'est vraiment cool. Écoute, on va aller maintenant à la prescription. Alors, on y va avec la prescription. Mireille, je t'écoute. Oui, donc j'ai essayé de faire 3 prescriptions qui sont dans 3 sphères différentes. La Excellent. première, j'adore la broderie. Vraiment, c'est ce qui m'a sauvée pendant la pandémie. Je me suis remise à la broderie. C'est important pour moi, ça me permet de créer du beau en même temps que ça me relaxe. Donc, je recommande Éliane Sainte-Marie. C'est une brodeuse de Trois-Rivières. Et ce que j'aime chez elle, c'est qu'elle est très scientifique dans sa démarche. Elle aime les documentaires, les livres, où on reprend de l'information sur différentes espèces végétales et animales, un peu comme moi, je faisais avec mes documentaires animaliers sur le lièvre. Donc, elle brode au fil
de magnifiques ouvrages. Elle a un compte Etsy si les gens veulent se procurer de ces merveilleuses créations. Donc, moi, elle m'inspire beaucoup par sa patience, sa finesse et ce qu'elle construit de poétique sur quelque chose de scientifique. Wow, OK, c'est bon. Moi, tu sais, comment je fais à chaque fois pour ces moments-là, c'est que j'ai toute une espèce de liste, de trucs, puis pendant que je parle avec l'invité, toi en l'occurrence, je réussis à me faire un choix à la toute dernière minute qui va coller un peu à la personnalité. Alors suite à ton truc d'informatique que je n'étais pas au courant, je vais te parler d'un gars qui s'appelle Lex Fridman. Est-ce que tu connais Lex Fridman? L-E-X, espace F-R-I-D-M-A-N. C'est un informaticien, c'est un chercheur en intelligence artificielle, puis c'est un présentateur de podcast. Il est russo-américain, puis il travaille et enseigne au Massachusetts Institute of Technology, MIT. Un gars vraiment intéressant qui avait commencé sa carrière avec Google et qui par après s'est mis à travailler, à publier beaucoup d'articles et il a décidé de faire son podcast qui s'appelle le Lex Fridman Podcast, que tu peux trouver gratuitement sur toutes les plateformes. Tu peux le voir sur YouTube. Un drôle de personnage, toujours sérieux, toujours habillé avec le veston, cravate, très sérieux, avec un ton légèrement monotone, mais en même temps qui reçoit honnêtement les invités les plus fous qu'on peut imaginer, de tous les milieux qui existent. Il peut parler de n'importe quoi. En plus, il est jeune, il a 35 ans, brillant comme tout, avec une proposition, puis vraiment honnête, qui n'est pas dans le jugement, mais qui est vraiment juste dans la découverte, si on peut ainsi dire. Et c'est sûr que des fois, il va y avoir des artistes qui vont venir avec lui. C'est intéressant, pas tant. Ce qui est le fun, c'est surtout les scientifiques qu'il reçoit. Donc moi, j'écoute pas nécessairement tous les épisodes, mais je suis à chaque semaine pour voir les choses qui peuvent être faites. Puis quand on parle qu'on veut... on veut du bon contenu de qualité, ben là, lui, c'en est un. Et c'est filmé comme dans le noir. Donc, on voit juste un peu les deux visages, un en face de l'autre, qui se parlent. Il n'y a pas de flafla. C'est vraiment direct. Disons que la matière élaborée, c'est ça, le spectacle. Point final. Les gens n'essaient pas de se produire, de faire des feux d'artifice avec leurs paroles. C'est vraiment honnête. Donc, moi, j'aime beaucoup ça, Lex Fridman. Et moi, je ne serais pas surpris que tu vas aller écouter des petits trucs là-dedans puis tu vas trouver des inspirations. Le sujet de mon prochain roman. Pourquoi pas? Ça serait pas pire. Hein? Vraiment. Voilà. Et c'est à toi maintenant. Oui, donc, deuxième recommandation, c'est en musique. J'ai découvert... là, il est très populaire en ce moment. Oh oui. Petit Béliveau. Oui. Je ne sais pas si tu le connais. Ben oui. On est allé le voir, moi puis mon conjoint, à l'Apocatière en fin de semaine passée, parce qu'il est sold out partout. J'ai acheté des billets pour l'automne, mais je trouvais ça trop loin. J'ai regardé à l'Apocatière, il y avait des billets, donc on l'a acheté. J'aime beaucoup, tu sais, c'est folk, rap, country, un peu électro, avec des paroles d'une simplicité et d'une créativité langagière que j'ai rarement vues. Oui. Je te donne un exemple. Je chantais une chanson sur le John Deere, là, une qui est très populaire. Je ne sais pas si tu l'as entendue. J'aimerais d'avoir un John Deere. En tout cas, elle vaut la peine de l'écouter. Elle est merveilleuse. Moi, elle me donne des frissons à chaque fois par sa simplicité puis sa quête du bonheur. En fait, un bonheur simple, mais vraiment simple, mais qui vient de chercher jusque dans la moelle. Puis à l'Apocatière, quand il dit je vais semer des graines pour que tout le monde puisse manger. Je te jure, là, les gens se sont mis à hurler, puis on sentait la foule vibrer. C'était un des bons shows que j'ai vu dans ma vie. Fait que Petit Béliveau, puis il faut aller voir, il vient de sortir un album, son précédent, il est excellent. Le nouveau aussi, mais mon préféré, moi, je pense que c'est le précédent. Puis c'est ça vient chercher une fibre de bonheur très simple, tu sais, lui... Je ne sais pas comment peut-être parce qu'il y a un mélange, c'est un Acadien en fait, puis peut-être que c'est un mélange franglais, là, mais il va chercher vraiment une émotion pure, puis le spectacle est exceptionnel, là, vraiment, wow. J'ai adoré. Mais je sais qu'il y a un buzz en ce moment assez intéressant. Je connais pas, je suis pas allé en profondeur, mais écoute, tu me donnes le goût carrément, je vais aller me chercher les disques et
Allez écouter Ça ça. vaut la peine. Wow, Ouais. wow, OK, petit Béliveau, parfait. Moi, je te propose un vieux film, cette fois-ci, de 1969. Pourquoi ce film-là? Eh bien, quand tu parlais tantôt que tu aimais bien aller dans tes livres et d'aller dans le futur un peu, d'aller plonger dans quelque chose qui est proche, puis de l'imaginer, moi, je te propose un voyage dans le futur, mais dans le passé. Quelque chose qui est un peu retour vers le futur, si on peut ainsi dire. Un peu à la Kundera, la lenteur. Ouais, c'est ça, mais c'est le film, pardon, c'est Satyricon de Fellini. L'avais-tu vu, ça? Non? De Mais Fellini? je vais tellement l'écouter. Ouais, Federico Fellini qui a fait. Écoute, moi, c'est ça, c'est franco-italien, ce cher Fellini qui avait fait ça, qui est une adaptation du roman éponyme attribué à l'écrivain latin Petrone. Et ce film-là, je l'avais déjà vu quand j'étais jeune. Ça me faisait très peur. Il y a c'est grotesque par moments. C'est difficile à comprendre, c'est décousu, tout ça. Ce sont des tableaux qui sont mis en place parce qu'il y a une certaine trame narrative. Et c'est un ami à moi qui m'avait persisté, dit non, il faut que tu y redonnes une chance. Ben là, des années plus tard, adulte, j'ai réécouté et j'ai beaucoup apprécié parce que il y avait ce cher George Lucas de Star Wars qui avait vu ce film-là puis qui avait dit que c'est pratiquement la même chose que Star Wars, mais c'est dans le sens inverse. C'est comme si nous, on débarque vraiment dans le temps, dans cette époque-là où, écoute, ça a lieu bien avant Jésus-Christ, tout ça, et qu'on débarque dans cet univers-là où les règlements, les interactions, comment on agit, on comprendrait rien. Même le langage, on ne pourrait même pas communiquer entre nous, là, ça serait trop complexe. Mais c'est ce que le film essaie de tenter, c'est que si on arrivait, si on se mettait les pieds là-dedans, qu'est-ce qui se passe? Puis là, on voit toutes sortes de trucs qui sont littéralement difficiles à imaginer, même à concevoir. Donc, le film avait sorti à l'époque, je pense que, évidemment, comme Fellini, ça fait... Il y en a qui aiment, il y en a qui détestent, mais c'est un super film, vraiment, puis on n'en fait plus des films comme ça aujourd'hui, mais c'est très particulier. Mais bref, ça m'a fait penser un peu à ton truc de futur. Je me suis dit, on va y aller de l'autre barre. Alors, avec un classique. Maintenant, une dernière recommandation de ta part. Oui, je recommande en poésie, évidemment, parce que ma nature n'est pas si loin. Tout est caché, le dernier recueil de poésie de Judy Quinn au Norrois. OK. Je le montre, même si les gens Ouais, ne peuvent OK, pas voir. parfait, merci. C'est un recueil, dans le fond, c'est après un voyage en Inde, quand son père venait de décéder. Donc, c'est un recueil qui raconte justement comment elle a vécu ça. Euh, Puis c'est comme si elle avait transporté, elle avait emmené son père avec elle parce qu'elle le voit partout à travers différents hommes en Inde qui ont des moustaches. Son père avait une moustache. Puis je pense qu'elle essaie de guérir ça à travers toutes les odeurs, les couleurs, tu sais, vraiment le clash entre la vie occidentale puis la vie en Inde, tu sais, fait que c'est vraiment intéressant. Je vais juste lire mon poème préféré Vas-y. que j'adore. J'étais une biche quand tu m'as surprise. Chacun porte un fruit et dans ce fruit se trouve un noyau. Ce noyau existe parce que les yeux ne peuvent pas voir de l'autre côté. C'est là-bas que Frida Kahlo danse avec les hommes les plus tristes et que les cerfs s'éclairent avec leur bois en flammes. Wow. C'est très beau, puis c'est aussi une belle histoire d'amour avec son conjoint. Donc, comment elle parle de son conjoint à travers ce voyage-là, à travers la perte de son père. En fait, c'est vraiment c'est beau. Je pense que c'est une de mes poètes québécoises préférées par son style circulaire. Elle nous amène avec elle, puis on a l'impression de tourner dans ses mots. Puis, comme une broderie, là, elle revient un peu en arrière, elle avance, puis elle t'amène avec elle, je trouve, dans des clairières de symboles assez impressionnantes. Donc, voilà. Wow. Hey, mais merci pour ces super suggestions. Est-ce qu'il y a des événements qu'on peut te suivre prochainement? Je sais qu'il y a le livre cet automne, mais est-ce qu'il y a d'autres choses que tu fais que tu aimerais annoncer si c'est le moment de le faire? Ben oui, je participe au Métropolis Bleu en fin de semaine, donc je fais un petit aller-retour à Montréal. Le festival est en cours, je pense, depuis quelques jours. OK.
Puis, c'est ça, moi, je participe beaucoup à des rencontres dans les écoles. Là. Fait que j'ai beaucoup de plaisir à discuter avec les jeunes. Donc, la meilleure chose à faire, est-ce que pour te suivre, pour savoir quelles sont tes activités, ce serait où, tu dirais? Ce serait quel... Je pense sur les médias sociaux, vraiment. Facebook, là, je mets pas mal à jour mes trucs. J'ai un site web, mais OK. que je mets à jour Ouais, pas tout le temps. pas tout le temps. Quand on a le temps. Quand on a le temps. C'est ça. Mais c'est ça, sur les médias sociaux, je pense que c'est la meilleure manière de voir les événements à venir. Eh bien, merci beaucoup. Vraiment, un plaisir. Puis, t'es une grande découverte. J'espère qu'on pourra un jour prendre un café ou une bière en vrai. Un de J'aimerais ces bien quatre. ça parce que j'aimerais ça que tu me dises c'est quoi ton endroit préféré à Lille. Ah, oui, ça va me faire plaisir. Hein? All On en right. parlera. Mais fais attention à Super. toi. Merci. Toi aussi, Bye merci bye. beaucoup. Bye. Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crabe. Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.